je vous présente les deux autres panélistes qui seront avec nous durant cette table ronde. Lotfi Ben Bahmed, président du CNOP, le Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, et Abdelwahed Kerar, président de l'UNOP, l'Union nationale des opérateurs en pharmacie. Alors, nous allons, dans un premier temps, essayer de revenir un peu sur des slides importants que vous avez exposés dans votre présentation. Nous ferons, bien sûr, réagir nos invités s'ils souhaitent intervenir. Et au fur et à mesure, nous allons parler de l'Algérie. Mais dans un premier temps, nous essaierons de comprendre un peu ces biosimilaires dans le monde. En suivant votre présentation, là, vous parlez d'un taux de croissance qui grimpe en flèche, mais qui représente à peine 2%. Alors, oui. C'est vrai que c'est peu, 2%, c'est insignifiant. Quelles sont les raisons qui expliqueraient aujourd'hui, en fait, ce taux? C'est finalement trop de choses, mais pour peu de choses. Mais la raison principale, quand on a vu les 10 produits majeurs, les 10 produits majeurs biologiques qui sont aujourd'hui sur le marché, qui sont vendus, que la majorité de ceux-là n'ont pas encore perdu leur brevet aux États-Unis. Et il y en a certains où ça vient de se faire fin 2018, il y en a d'autres où ça sera le cas en 2019 et les années à venir, et ça va directement changer la situation. Donc vous pensez qu'une fois que ces produits auraient perdu leur exclusivité, les choses vont aller beaucoup plus vite? Beaucoup plus vite, beaucoup plus vite. Aujourd'hui, on voit que sur les quelques produits qui ont perdu leur brevet en Europe, que là, ça fait que sur le marché des biologiques, en Europe, les biosimilaires représentent déjà 5%. Mais OK, aux États-Unis, quand eux ils prennent la décision d'aller vers les biosimilaires, ça va aller encore beaucoup plus vite parce que, également, comme les génériques, le système américain fait que le choix des médicaments est dirigé par les PBM. Les Pharmacy Benefit Management sont les organisations qui négocient les prix avec les producteurs. Et quand un produit perd son brevet aux États-Unis, il y a un générique qui vient dans le marché. Ça prend quelques semaines et le générique prend 80% du volume. Mais si la même chose se passe avec les biosimilaires, de nouveau, comme partout, il y aura un peu plus de discussions sur la qualité, sur la substitution et tout ça. Mais ça va aller très vite parce que c'est quand même toujours dirigé par un aspect économique. Et là, ce genre les biosimilaires vont faire une entrée très, très rapide dans ce marché, ce qui va faire que la part du marché des biosimilaires va très vite augmenter. Alors, vous parlez des États-Unis, ça reste quand même le marché référence, c'est le marché du médicament le plus important au monde. Pourquoi les biosimilaires n'ont pas connu, au jour d'aujourd'hui, le succès par rapport à l'Europe? Parce qu'il n'y a que quelques produits où les biosimilaires sont disponibles. Mais une fois qu'ils vont être là, ça va aller très vite. Ça va aller très vite. Ça va vite changer. D'accord. Vous avez montré également un slide qui est extrêmement intéressant où on voit que finalement ces biosimilaires intéressent des laboratoires qui ne sont pas très très connus par rapport aux majors. Pourquoi les majors aujourd'hui n'axent pas sur les biosimilaires? Ce qu'a priori on pouvait attendre, c'est que les sociétés qui sont actives dans les génériques peut-être, qu'eux se seraient focalisés là-dessus. Maintenant, produire des produits biologiques est quand même tout à fait une autre technologie. C'est en plus avec les prix qui sont appliqués aujourd'hui pour les biologiques, OK, ça devient une activité très lucrative. Et pour ces sociétés qui disposent et qui investissent déjà il y a pas mal de temps dans ces nouvelles technologies, pour eux c'est une manière de se diversifier, de rentrer dans ce secteur et de se battre pour leur place. Et les gros, on voit effectivement qu'un peu l'absence des sociétés dans le secteur des génériques, parce que beaucoup de sociétés qui sont actives aujourd'hui dans le domaine des génériques souffrent. Quand on voit la diminution des prix des génériques, ça devient un domaine qui fait peur au laboratoire. Un type d'activité qui est encore peu rentable. On voit que plus en plus de sociétés des génériques où ils sont à reprendre, ils sont mis en vente, où certaines sociétés ont été reprises par des private equity, mais c'est le résultat de la pression qui est réalisée par les autorités sur le prix du médicament. Chaque fois, ça doit devenir de moins en moins cher. Ce qui fait qu'à la fin, il y a encore 1 ou 2 fabricants de la matière première au monde
qui veulent encore bien faire ça à ce prix-là, qui sont des usines de très bonne qualité, qui se trouvent la plupart du temps en Inde ou en Chine ou quoi, la moindre chose qui se passe avec la production et la qualité d'un lot, ça veut dire la molécule n'est plus disponible presque dans le monde entier. Et ça devient, c'est plus un business lucratif où de nouveau ils doivent aller à la recherche d'une plus grande échelle pour encore arriver à un modèle de vie et un modèle suffisamment rentable. Ça veut dire que ces sociétés de génériques, à l'exception d'un Novartis peut-être qui combine les deux, mais ces sociétés de génériques n'ont pas les moyens d'investir dans les biosimilaires. Et c'est pour ça qu'on voit aussi qu'un Amgen se lance dans les biosimilaires, qu'un Pfizer se lance dans les biosimilaires parce qu'ils ont les moyens, mais qu'on voit aussi d'autres sociétés, des nouvelles sociétés qui ont des Samsung, qui ont développé ce type d'expertise et qui maintenant essayent comme ça de rentrer dans le domaine du healthcare. Alors, vous parlez du générique, on va essayer d'en parler dans un petit moment pour faire, on va dire, la jonction pour parler de l'Algérie. Restons toujours sur le générique dans le monde. Peut-être une réaction, Lotfi Ben Bahmed, de Abdelwahed Kerar, après tous ces chiffres qui viennent de nous être donnés par M. Ghilissen. Je vais peut-être rajouter autre chose, c'est que le développement en Europe s'est fait d'une manière beaucoup plus rapide que ça se fait aux États-Unis, parce que tout simplement, il y a d'abord 36, en mai je crois 2018, il y avait 36 biosimilaires enregistrés en Europe, alors qu'à la même date, il n'y avait que 11 qui étaient enregistrés aux États-Unis. Et dans les 11 qui sont enregistrés, il n'y a que 3 qui sont mis sur le marché. Les autres, il y a des problèmes de litige sur les brevets, c'est technique, disons. Mais c'est la volonté, en fait, politique du niveau réglementaire qu'on donne à l'entrée d'un marché. Et ce niveau réglementaire, de plus en plus, c'est pour ça qu'Edi en parle, de plus en plus, même la FDA, il y a eu des déclarations en janvier 2017 et en 2018, il y a une réflexion pour encourager l'entrée des biosimilaires aux États-Unis et une baisse, par exemple, de la taille des patients pour les études cliniques. Donc, on parle même de rationalisation réglementaire. Mais l'enjeu principal pour toutes les entreprises qui sont dans les biosimilaires, c'est un enjeu de valeur et de prix. Parce que, disons, la baisse des prix pour les produits qu'on connaît à base chimique, on pourrait imaginer que dans quelques années, les biosimilaires prendraient le même chemin. Alors que les investissements sont extrêmement élevés. C'est des investissements pour un produit, c'est entre 100 et 300 millions de dollars. Dont 75%, c'est que pour les études d'équivalence. Donc les enjeux, c'est surtout des enjeux de prix. D'accord. Lotfi Ben Bahmed. D'abord, je voudrais remercier le CIFAL pour son invitation et féliciter Yassine pour la réussite de ce CIFAL, qui est devenu a priori le salon de référence de la pharmacie en Algérie. Pour revenir à notre sujet, les biosimilaires, on a vu, c'est un marché qui représente près de 300 milliards d'euros. Donc si la croissance aujourd'hui, enfin des produits biologiques en général, donc c'est l'objectif des biosimilaires. Donc si même la croissance est de 2% avec l'échéance des brevets, il est clair que le marché va très largement augmenter. Pour nos pays, effectivement, la différence entre l'Europe et les États-Unis, elle est claire, c'est un problème de chute de brevets et aussi le fait que ces produits biosimilaires intéressent souvent les marchés tenders, les marchés hospitaliers ou des appels d'offres, et peut-être que l'Europe est plus structurée à ce niveau-là. Pour ce qui est de notre pays, nous, effectivement, nous avons été, je rappelle, nous sommes un pays en voie de développement. Si on voit ce marché global de 1000 et quelques milliards de dollars, l'Algérie, c'est 0,2% du marché mondial. Donc, mais aussi, ces produits intéressent des pathologies qui sont de plus en plus récurrentes, qui nous touchent, notamment tout ce qui touche aux maladies orphelines et aussi à l'oncologie, qui font que pour prendre en charge nos populations, nécessairement, nous devrons aller vers les biosimilaires. Parce qu'aujourd'hui, en termes de prix et en termes de prise en charge, les produits biologiques, certains produits biologiques, affichent des prix qui sont parfois inacceptables ou auxquels on ne peut pas accéder, nous, ou on ne peut pas faire accéder. L'accessibilité ne sera pas possible pour prendre en charge nos populations.
Donc forcément, nos pays s'intéressent réellement aux biosimilaires. Je rappelle que l'Algérie a été un des premiers pays à prendre le virage du générique. Effectivement, le droit de substitution a été consacré pour les pharmacies d'officine dès 1992 dans notre code déontologie, bien avant la France et bien avant beaucoup de pays européens. Ce virage de biosimilaire, on devra le prendre, bien sûr, en prenant compte aussi des données scientifiques, de la sécurité de ces produits. Mais il est clair que notre pays, par son positionnement économique, par ses moyens, devra s'intéresser aux biosimilaires et devra faire de telle façon à ce que nos producteurs et aussi nos marchés tenders s'ouvrent aux biosimilaires, bien sûr avec les limites que doivent être l'efficacité et la qualité de ces produits-là. Très bien. Alors, Eddy Glissen, je reviens à vous avec toujours votre présentation qui est fort intéressante. Et c'est pour ça que j'aimerais quand même qu'on clarifie certains points. Vous avez parlé quand même d'une particularité chez certains pays scandinaves, en citant le Danemark, la Norvège, la Finlande. Comment expliquer justement cette particularité en Europe pour les pays scandinaves? Ben, c'est une question d'organisation, de gestion des coûts. Surtout pour le domaine hospitalier, le fait qu'eux, ils font des appels d'offres sur un plan national, et ce n'est pas récent, ils font ça déjà depuis très longtemps. Et maintenant, il faut aussi dire qu'il n'y a pas tant d'hôpitaux dans un pays comme le Danemark et la Norvège, mais quand même, c'est fortement organisé et structuré à partir du niveau national, et ils essayent vraiment d'optimaliser les coûts. Il y a quelques hôpitaux majeurs on a un hôpital majeur dans chacune des régions, quelques filiales plus petites, mais ils font tout pour essayer d'optimaliser et disent tiens, s'ils passent par des appels d'offres, ils peuvent obtenir les meilleurs prix. Et tous les hôpitaux, tous les médecins sont d'accord de s'aligner sur les décisions qui ont été prises par les spécialistes au niveau national, et c'est pas parce qu'il y a aussi des médecins tout ça qui sont dans le comité, et c'est pas toujours uniquement une décision prise sur base d'un prix, mais également sur base de la valeur ajoutée, parce qu'il faut quand même avoir le bon produit disponible pour le patient. Mais c'est le modèle qu'eux ils ont mis en place et qu'eux ils gèrent, et c'est comme ça qu'ils obtiennent ces bons résultats au niveau de ristourne et au niveau de en même temps l'introduction des biosimilaires. Et comment IQVIA évalue ce modèle justement par rapport à d'autres? On constate que si on parle d'une optimalisation de gestion des moyens disponibles, que ces pays-là, il faut l'avouer, sont parmi les plus efficaces. Parce que si dans d'autres modèles où chaque hôpital fait son choix, et un hôpital peut négocier pour un volume de 100 boîtes, mais de l'autre côté, il y a un organisme qui peut négocier pour un volume de 10 000 boîtes, automatiquement, on obtient des meilleurs prix. Et je pense que ça va être une tendance, mais il faut quand même organiser ça d'une manière intelligente, que ça ne freine pas la distribution de ces médicaments, ça ne met pas un noyau quelque part ou un entonnoir qui va ralentir la distribution. Il faut que là, à ce niveau-là, on y pense aussi. D'accord. Mais je pense que c'est un modèle, surtout dans ce genre de médicaments, où les autorités doivent prendre leurs responsabilités en accord avec les acteurs dans le domaine de la santé. Très bien. On a vu aussi que les laboratoires asiatiques sont les plus offensifs en matière de biosimilaires. Comment expliquer cet engouement de leur part? Je ne peux pas l'expliquer. C'est une observation. Je ne sais pas pourquoi. Il y a l'une ou l'autre société américaine là-dedans, il y a une société suisse, mais apparemment les Coréens sont pris à l'idée de tiens, on veut bien investir là-dedans, c'est une opportunité et on va aller vers ça. Le marché pharmaceutique en Inde, on sait tous que déjà depuis très longtemps, beaucoup de produits sont produits en Inde. Ils ont une industrie pharmaceutique de production très forte. C'est peut-être lié à ça, mais ils ont vu l'opportunité, ils ont été les premiers à investir là-dedans. Abdelwahed Kerar? Il n'y a pas de secret. Quand on parle de la Corée, j'ai eu la chance de visiter la Silicon Valley de la biotechnologie en Corée. C'est des décisions qui ont été prises il y a plus de 2 décades. D'encourager, mais concrètement, la recherche et le développement
Et c'est pratiquement une ville qui a été construite à 2 heures de Séoul et où il y a des facilités énormes qui ont été faites pratiquement gratuitement pour, disons, les ponts entre l'université et les industriels. Et vous avez 3 ou 4 immeubles où il y a des centaines de chercheurs qui travaillent, pas seulement coréens d'ailleurs, hein, plusieurs autres nationalités. Il faut investir sur la recherche. On ne peut pas décider aujourd'hui d'autorité qu'on va faire un hub de biotechnologie dans 5 ans. C'est un travail de longue haleine. Les universitaires doivent avoir les moyens, parce qu'il y a beaucoup de moyens pédagogiques à mettre en place. Et vous tirez les résultats, les fruits de votre investissement dans 20 ans, dans 30 ans. Mais nous, malheureusement, ce que nous constatons en tant que locaux, en tant qu'Algériens, c'est qu'on veut toujours des résultats tout de suite. Et c'est pour ça qu'on a des informations parfois farfelues de pseudo-découvertes. Mais il faut investir aujourd'hui pour un résultat dans quelques dizaines d'années en travaillant sérieusement. Je voudrais rajouter aussi, parce que cette innovation, elle est portée par les Big Pharma. Les Big Pharma, les sociétés innovantes, investissent des milliards de dollars chaque année et c'est leur puissance. Elles tirent leur puissance de cela. Elles mettent des produits sur le marché qui sont innovants, qui sont brevetés, qui sont protégés. L'Algérie devrait sérieusement réfléchir à mettre en place une équation, comment elle aborde sa relation avec ces sociétés innovantes. Parce qu'on ne peut pas rester en marge de tout ce que font les pays. Même les pays développés, la relation avec les sociétés innovantes est toujours malaisée. Et même les pays développés, comme les pays démunis, trouvent, chacun en fonction de ses priorités socio-économiques, en fonction de sa politique de santé publique, elles trouvent un équilibre entre elles et ces sociétés innovantes pour permettre aux citoyens d'accéder aux meilleurs soins, mais aussi pour permettre à son trésor public de faire des économies. Très bien. Lotfi Ben Bahmed, vous souhaitez rebondir? Oui, je voulais aller dans le même sens qu'avait dit Dr Kerrar. Effectivement, il faut créer un environnement pour pouvoir développer la biotechnologie. Je rappelle qu'en Algérie, il y a 3-4 ans, il avait été annoncé la création d'un pôle de biotechnologie en Algérie avec Pharma, c'est-à-dire des sociétés sérieuses comme même l'association des plus grands industriels américains. Mais malheureusement, l'exploitation était plus politique que technique. Je veux dire par là, ça a été un effet d'annonce, mais c'est la voie à suivre. C'est la voie à suivre. Mais pour cela, il faut impliquer à la fois les universités, il faut impliquer les opérateurs qui bizarrement n'étaient pas partie prenante de cette affaire, mais aussi peut-être aussi faire attention à ce que justement ces effets d'annonce il faut que les mesures aillent dans le cadre de l'encouragement, pas simplement de faire des effets d'annonce et en fin de compte qui sont des lendemains qui déchantent. Parce que ce qui s'est passé, on a annoncé des résultats qui suivent on a annoncé à Coréacri, à travers la presse, à travers les journaux télévisés, dans nos journées, etc., qu'un pôle de biotechnologie serait mis en place en Algérie. C'est une annonce sérieuse. Et il aurait fallu mettre tous les moyens. Et là, peut-être, on peut peut-être lancer la pierre aux autorités de l'époque qui avaient peut-être un peu trop exploité politiquement la chose, mais aussi peut-être aussi un certain nombre de laboratoires qui trouvaient dans ces annonces-là une excuse pour pouvoir toujours accéder au marché algérien sans avoir à y investir. Et il faut dire les choses comme elles le sont. Donc ces biotechnologies qu'il faut mettre en place en Algérie il doit y avoir une locomotive. Et cette locomotive, ça doit être effectivement les autorités, mais avec les opérateurs et les professionnels. Très bien. Eddie Guilissen, une dernière question avant de passer à l'Algérie, et puis je donnerai la parole à l'assistance si elle souhaite vous poser votre question sur votre communication. Alors, toute cette
j'ai envie de dire, ambiguïté. À peine 2% de croissance, certains majors, big pharma qui ne sont pas intéressés, certains pays références aussi qui ne sont pas intéressés. Est-ce que toute cette ambiguïté aujourd'hui stoppe réellement le développement du biosimilaire? Parce qu'on a l'impression que ce n'est pas, on va dire, une décision qui est partagée par tout le monde. Est-ce qu'avec l'expiration des brevets, de l'exclusivité, les choses risquent d'aller très vite juste après? C'est comme aujourd'hui on trouve des arbres parfois qui ont 500 ans et qui sont immenses, mais cet arbre a aussi commencé d'une graine. D'une petite graine, et le début a été difficile, mais après ça a pris sa place. Ici c'est la même chose. Au début, quand on parlait des produits génériques, je me souviens un jour, j'étais en Grèce il y a 15 ans, où quelqu'un s'est levé en disant « il faut absolument arrêter l'arrivée des génériques parce que c'est dangereux », et il était presque en train de dire que tout le monde allait mourir. Mais ici, pour les biosimilaires, c'est un début. Chaque début est difficile. Il y a suffisamment des preuves et des tests qui doivent être amenés, mais ça va sûrement trouver sa place. L'évolution est aux produits biologiques, parce que ceux-là peuvent commencer à traiter des patients qui aujourd'hui ne trouvent pas de traitement. Automatiquement, ça sera suivi par le biosimilaire, et le biosimilaire trouvera sa place dans ce secteur. Alors ça, ne vous inquiétez pas. Très bien. Alors, des questions à présent pour Eddie Gillissen après sa présentation. Est-ce que vous souhaitez poser des questions sur les biosimilaires dans le monde avant de passer à l'Algérie? Y a-t-il des questions? Non, je pense que c'était clair. Parfait. Alors, merci. Passons, si vous voulez bien, maintenant à l'Algérie. Il y a 2 décennies, la politique du tout générique, on s'en rappelle. Question directe, est-ce qu'aujourd'hui on a les moyens, on peut appliquer la même recette pour les biosimilaires au jour d'aujourd'hui? Eddie Gillissen, et je vous ferai réagir juste après. Mais je ne connais pas les moyens qu'il y a disponibles en Algérie, mais le problème, pas uniquement en Algérie, mais dans beaucoup de pays, c'est que les politiciens qui gèrent ces budgets n'ont pas une vision à assez long terme, de un, et ne réfléchissent pas quels sont les besoins de 20 ans, mais simplement comment est-ce que je peux être réélu d'ici 6 mois. Et ça freine souvent des investissements. De l'autre côté, beaucoup de budgets sont très saucissonnés, sont dans des petits cases, et chaque ministre, chaque responsable défend sa petite case, tant qu'on devait développer des politiques horizontales où on dit quelle est la problématique du cancer dans le pays, et à travers de toutes les chaînes, on développe une politique. On va voir comment est-ce qu'on peut faire plus de prévention dans certaines choses, comment est-ce qu'on peut faire un meilleur diagnostic, quelle est la manière optimale de soigner ce patient, et c'est peut-être pas à l'hôpital, mais peut-être chez lui à domicile, et changer ce modèle. Et je pense que ça doit être une volonté politique de réfléchir au futur et de comment adopter les développements, comment adopter les nouvelles technologies, et ensuite également la production de biosimilaires qui doit absolument avoir sa place dans ce modèle. Très bien. Alors, KNOP, UNOP, reproduire la même recette pour les biosimilaires. Question, est-ce faisable dans notre pays aujourd'hui? C'est une question difficile. Je n'ai pas de réponse, je vous le dis tout de suite. Mais autant on s'orgueille en Algérie d'avoir rapidement, on le chante sur tous les toits, de couvrir 50% des besoins dans un espace assez court. C'est un effort qui a été important en investissement, en formation, mais autant on devient modeste quand on sait que la direction que prend la voie de thérapeutique va vers ce genre de thérapie, et que nous, sur ce plan-là, on est au niveau zéro, il faut le dire. On est même au niveau zéro sur le plan du cadre réglementaire. Ce n'est pas péjoratif, parce que je vois à travers la communication d'Eddie que beaucoup de pays n'ont pas résolu tous les problèmes réglementaires. Ils sont dans le même cas de figure. Oui. Je donnerai l'exemple de l'Argentine,
que IMC a eu la gentillesse d'inviter à une journée de l'UNOP, ils ont innové à un certain moment parce qu'en fait, l'enjeu, c'est de concilier des objectifs de santé publique avec des contraintes budgétaires. Et à un certain moment, comme les Argentins ne pouvaient pas se payer des produits Princeps pour toute la population, c'est important, ils n'avaient pas les moyens de payer des études cliniques aussi. Ils avaient des biosimilaires, ils ont créé des comités au niveau des hôpitaux où ils ont mis des réunions hebdomadaires des cliniciens, des pharmaciens hospitaliers, pharmacovigilance, en tout cas tout ce qui entoure la consommation du biosimilaire, et ils ajustaient en fonction des effets qu'ils pouvaient avoir. Et maintenant, aujourd'hui, l'Argentine a ces biosimilaires qui couvrent une grande partie de sa population. Il n'y a pas de solution miracle. Le seul bémol, si vous voulez, pour l'Algérie, c'est qu'il y a beaucoup de formations à faire, mais surtout, est-ce que le marché algérien en volume nécessite des investissements aussi élevés en investissement en équipement et en études? Il est certain que cette tendance mondiale vers la baisse des requirements réglementaires est quelque chose qui sera bénéfique pour les entreprises algériennes. Mais quand on sait d'un autre côté qu'il y a une directive du ministère de la Santé qui interdit l'interchangeabilité pour un produit, et j'entendais hier, Monsieur le ministre de la Santé l'a annoncé, 4 unités qui vont fabriquer des biosimilaires, je me demande s'il n'y a pas de switch, à qui ces biosimilaires vont être fabriqués. Si c'est que pour les nouveaux arrivants, c'est des investissements qui sont perdus d'avance. Vous voulez dire que c'est des mesures qui n'encouragent guère les producteurs de biosimilaires aujourd'hui? En tout cas, cette histoire d'interchangeabilité, moi je suis certain que dans 10 ans, on en rigolera. Mais entre-temps, il y a 10 ans qui seront passés. D'accord. Est-ce que aussi, et je donnerai la parole juste après à Lotfi Ben Bahmed, cette politique de tirer toujours les prix vers le bas dissuade aussi un certain nombre de laboratoires d'aller vers les biosimilaires? Mais il est clair qu'il y a un équilibre à trouver aujourd'hui, d'une manière globale. On ne peut pas, si vous voulez, d'une part, vouloir avoir une industrie forte et de qualité, mais en même temps avoir les prix les plus bas du monde. Il est clair qu'il y a 30 ans, l'Algérie travaillait sur appel d'offres. C'était un pays importateur et c'était tout à fait normal qu'elle cadre son organisation sur des prix les plus bas. Mais aujourd'hui, étant donné qu'il y a un outil industriel, qu'il y a une sécurité sociale, il y a un équilibre à trouver. Malheureusement, ce problème de prix reste tabou et il n'est pas appréhendé d'une manière globale. On a seulement le souci des équilibres des caisses de sécurité sociale. On pourra continuer à avoir cet équilibre, mais dans quelques années, on aura soit une industrie de très mauvaise qualité, soit on n'aura pratiquement pas d'industrie. D'accord. Voilà ce qui est clair. Lotfi Ben Bahmed? Oui, la question c'était de faire le parallèle un peu entre le générique et les biosimilaires. Effectivement, beaucoup d'experts vous diront que le générique c'est des molécules chimiques, là on est sur du vivant, il y a des problèmes d'immunogénicité, des problèmes de reproductibilité. Donc c'est plus complexe. C'est des molécules différentes. Mais lorsqu'on voit l'évolution déjà de la réglementation dans les pays où il y a des biosimilaires, on voit qu'au fur et à mesure que ces produits sont enregistrés et donc dont la qualité est reconnue, on se retrouve dans le même schéma que les génériques, qui effectivement il y a 10, 15 ans ou 20 ans on expliquait que les génériques ne seraient pas aussi efficaces que les produits Princeps. Et aujourd'hui même, nous avons, je rappelle qu'au Maroc, pays voisin, le droit de substitution est interdit pour les pharmaciens d'officine. Il y a encore des lobbies chez les prescripteurs ou chez certains laboratoires pour interdire la substitution. Donc le débat n'est pas fini dans le monde. Mais pour ce qui nous concerne, en termes réglementaires, effectivement, s'il y avait un draft effectivement, qui permettait en Algérie de donner des recommandations sur l'interchangeabilité,
nous n'avions pas de, de fondement réglementaire. Dans la nouvelle loi sanitaire, dans l'article 210, qui définit le médicament, on a introduit les produits biothérapeutiques et les produits biothérapeutiques similaires, comme on a introduit la spécialité générique. Ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a un fondement réglementaire pour pouvoir mettre en place demain des textes réglementaires sur la substitution et l'interchangeabilité. Alors qu'avant, le produit biothérapeutique n'existait pas dans la réglementation algérienne. Il n'existe que donc depuis fin juillet 2018. Donc nous attendons des futurs textes réglementaires de mettre en place les conditions des guides de bonne utilisation des biosimilaires et de se prononcer sur l'interchangeabilité et sur la substitution. Et très sincèrement, après, nous devons différencier ce qui est production nationale, ce qui est importation. Effectivement, est-ce que la dimension du marché algérien peut permettre à des opérateurs locaux d'aller vers les biosimilaires? Peut-être, pour certaines molécules, mais certainement pas pour toutes. Mais dans un premier temps, certainement, le champ sera ouvert à l'importation. Et nous avons vu que ces produits intéressent essentiellement, dans un premier temps, le marché hospitalier, donc des marchés tender, appels d'offres, où le prix est une variable importante et sur lesquels déjà un certain nombre d'intervenants, on avait parlé des produits d'origine d'Argentine ou d'autres produits, qui existent déjà en Algérie. Mais bien sûr, cela ne doit pas se faire au détriment de la qualité non plus. Nous avons eu des inquiétudes de la part d'un certain nombre de prescripteurs, de médecins ou d'utilisateurs sur la qualité de certains produits, des fois qui avaient été importés et dont nous avions vu des effets indésirables qui étaient quand même majeurs. Mais la piste argentine qui avait été énoncée par Dr Kellar est intéressante dans le sens où si on veut aller sur ce type de politique en développant des biosimilaires locaux ou en essayant d'améliorer l'accessibilité de nos concitoyens pour un certain nombre de pathologies, il faut décloisonner les choses. C'est-à-dire il faut que les prescripteurs soient impliqués dans le processus de prise en charge des malades et d'essai de ce nouvelle molécule. Comme il faut aussi qu'il y ait un décloisonnement entre les opérateurs et les autorités politiques. Je m'explique, il faut aussi inciter nos opérateurs à aller vers ces produits-là et créer le microcosme nécessaire, la réglementation nécessaire pour orienter les investissements vers ce type de pathologie. Nous voyons bien que ça intéresse un quart des dépenses à travers le monde. On ira très rapidement à 40 ou 50% dans les 10-15 ans qui vont venir. Donc plus que jamais, les autorités, les opérateurs, tout le monde doit se mobiliser pour faire ce grand virage. Parce qu'effectivement, si avec beaucoup d'enthousiasme, on peut annoncer aujourd'hui que nous arrivons à 50% de nos besoins, mais c'est sur des molécules chimiques qui, en fin de compte, vont perdre des parts de marché au fur et à mesure. Et nous avons vu des pays qui étaient déjà à 80-90% descendre à 60 ou à 55% en quelques années, justement, parce qu'ils n'ont pas anticipé ce changement technologique. D'accord. Mais pour l'Algérie, on a l'impression que chacun se rejette la balle. Les autorités sanitaires attendent un signal de la part des labos. Les labos attendent une réglementation plus favorable en matière de biosimilaires. Qu'est-ce qui se passe au juste? Nous sommes tout au début. Nous sommes tout au début. Comme je disais, nous n'avions pas de réglementation. Maintenant, il y a une loi sanitaire. On peut mettre en place des textes sur l'interchangeabilité et la substitution. Mais au-delà de ça, et c'est en tout cas notre avis au niveau de l'ordre, et je pense que l'ensemble des intervenants tiennent le même discours, il faut plus que jamais qu'il y ait une régulation sur les investissements en termes de production nationale et qu'il y ait une stratégie réelle qui soit mise en place dans le développement de la production nationale. Que ce ne soit pas simplement la volonté de certaines personnes ou simplement un système d'enregistrement reproductible à l'infini. Il faut à un moment donné arriver, se dire voilà quels sont nos besoins en santé publique, voilà quels sont nos moyens en Algérie, voilà ce qu'attendent aussi nos prescripteurs et comment on va travailler pour essayer d'avancer sur la prise en charge de ces pathologies et de nos malades. D'accord. Abdelwahad Kerrar, puis je vous donnerai la parole. Je voulais juste ajouter un cadre légal est toujours extrêmement important pour des sociétés avant qu'ils veulent bien investir. Parce que pour faire l'investissement, il faut que le cadre soit prédictible, qu'ils savent, j'ai investi maintenant et je sais que d'ici 10 ans, ça c'est mon potentiel. Si ça change tout le temps ou c'est pas clair, vous n'allez jamais attirer de l'argent, vous n'allez jamais trouver des investisseurs qui veulent prendre ce risque. À ce moment, ils prennent l'argent et l'investissent ailleurs, dans un autre pays, dans une autre activité. Ce qui est légitime au fond. Ce cadre, c'est crucial dans toutes les activités et c'est la même chose partout. Abdelwahad Kerrar. Il a dit exactement ce que je voulais dire.
Comme il a dit lui. Alors, je pense qu'ils vous ont bien résumé le système algérien. Vous y voyez plus clair maintenant. Plus ou moins. En tout cas, on va dire, les bons représentants dans ce panel pour vous expliquer cela. Alors, si c'était le cas maintenant, si on venait à produire, comment garantir un produit biosimilaire de qualité? Parce que là aussi est toute une problématique de fond. Le produit biosimilaire de qualité. Il faut bien analyser. Je pense que, parce que si on doit encore commencer aujourd'hui à mettre en place les usines, à développer des technologies de production, tout ça, ça va prendre pas mal de temps. Pourtant, il y a des produits, des biosimilaires qui sont disponibles et qui sont là. Il y a un besoin au niveau de la population. Alors, il faut commencer à importer ce genre de produits, mais il faut bien savoir de qui ça vient. On l'importe d'où? Le contrefaçonnage, c'est un gros problème, c'est un problème dans le monde entier et on ne doit pas sauter comme ça sur le premier offre qu'on a, qui est vraiment l'offre le moins chère, mais qui vient d'un pays, je ne vais pas citer des noms, mais s'il vous plaît... Qui n'est pas une référence en matière de... Oui, pharma, tout à fait. On va dire. Tout à fait. Voilà. Il faut mieux. Il y a suffisamment d'acteurs sur le marché qui ont des bonnes offres avec lesquelles on peut négocier. Quand on voit les ristournes qui peuvent être appliquées, on peut s'aligner à d'autres pour avoir des plus gros volumes, peut-être travailler ensemble avec d'autres pays. Et il y a différentes solutions possibles, mais il ne faut pas acheter des produits de n'importe qui pour sûrement éviter d'importer des produits de contrefaçonnage. Ça, c'est trop dommage. Débat. Y a-t-il des questions dans le public? Oui, professeur Kezal. Je vais vous demander de vous présenter, même si vous êtes connu. Professeur Kezal, voilà, simplement microbiologiste. Voilà. C'est bien dit. En fait, je voulais intervenir uniquement concernant les remarques de mon ami Wahed par rapport à l'Algérie. Apparemment, il y a une maison. Le problème chez nous, nous avons des institutions qui existent. Elles existent. Sur le papier, elles existent. Quand on dit qu'on doit importer n'importe quel produit d'ailleurs, ce n'est pas le cas. Il y a quand même une agence de médicaments qui existe. Je dis sur le papier. Là où la loi existe aujourd'hui, l'agence de médicaments est en place. Elle n'a pas encore les moyens nécessaires peut-être pour activer. Par contre, il y a un labo de contrôle qui existe. Il y a des pharmaciens qui sont compétents. Donc au niveau local, alors la contradiction est la suivante. J'apprécie le fait de dire qu'il faut 10 à 20 ans, effectivement, pour faire un produit biosimilaire chez nous. Ce n'est pas en une journée. Et le fait de parler également d'importation. Nous savons très bien aussi chez nous, je pense que nos experts sont là, même je parle des cliniciens, quels sont les produits qui peuvent être importés chez nous. Le souci, c'est comment arriver à un bon contrôle, disons, les paramètres de contrôle de ces produits. Ce sont des produits biologiques. Deuxièmement, il fallait peut-être le dire, je ne vous ai pas entendu, je suis arrivé un peu en retard, ce n'est pas toutes les classes thérapeutiques qui sont concernées. Certaines seulement. Les antibiotiques ne sont pas concernés, par exemple. Donc voilà, certaines classes thérapeutiques. Je vais répondre à mon ami par rapport en disant, est-ce que ça peut être toutes les classes? Non, certaines classes seulement sont concernées extrêmement. Et l'exemple argentin, avec l'IMC, c'est un très bon exemple. Voilà. Encore, je résume. En Algérie, la loi existe. Il y a une agence de médicaments qui existe. Il y a des institutions qui sont sur le terrain, comme le contrôle, qui existe. Il faut se donner encore une fois un apport politique certain pour que ces produits puissent travailler sereinement. Voilà. D'accord. Donc, paramètres de contrôle biologique, premier élément de question, et puis les classes thérapeutiques par la suite. Oui, il y a certaines classes thérapeutiques qui sont plus touchées par les autres, que c'est les anti-TNF, sont certains domaines d'oncologie. C'est clair, dans certains domaines, les produits biologiques sont disponibles, sont plus avancés. Automatiquement, les biosimilaires sont également plus disponibles dans ces classes. Et oui, on peut mettre en place un organisme de contrôle local qui peut très bien fonctionner. Il faut d'abord, et on peut même produire localement si vous arrivez à raccourcir le temps et l'expertise est disponible. J'entends qu'il y a 4 sociétés qui sont là, qui peuvent commencer, mais il faut leur donner également un potentiel sur le marché. Et des garanties. Et des garanties. Si effectivement c'est goutte à goutte, c'est uniquement le nouveau patient à qui ce biosimilaire peut être donné, ça ne va pas assez vite pour rentabiliser l'investissement. Et ça freine le développement, ça freine l'investissement. Vous êtes formel que tant que cette question du switch est
n'est pas tolérable, on ne pourra pas avancer sur le dossier biosimilaire. C'est un élément, mais surtout, je comprends que les règles, le cadre n'est pas très clair déjà, mais ce cadre doit être créé et c'est par la substitution et le switch, même si c'est le médecin peut-être qui veut le faire, mais le switch, le remplacement est crucial pour faire évoluer les biosimilaires à une vitesse comme désirée. Sur le second aspect de la question du professeur Keza, les classes thérapeutiques, ce n'est pas toutes les classes thérapeutiques qui sont concernées, c'est bien cela? Ouais. Ouais. Que, tu dis? C'était ça votre question? Allez-y, reposez-la sinon. Uniquement les produits biologiques, pas toutes les classes thérapeutiques. Les classes Non, voilà. pas toutes les classes thérapeutiques, on a des produits biologiques, c'est très pointu, mais ça commence à s'étendre, on commence à avoir de plus en plus de classes où on trouve des produits biologiques. D'accord. Si vous souhaitez intervenir, non? Très bien. Votre question, monsieur? Dans le code déontologie algérien, Présentez-vous, s'il vous plaît, présentez-vous. même si je vous dis le nom, ça... Mais il faut vous présenter. Dans le code déontologie algérien, il est dit que Monsieur, s'il vous plaît, présentez-vous. Nom, prénom. Je vais... Voilà. Alors, Zmouchi Abdelrahim, ancien président du SNAPO, du Conseil de l'Ordre... Excellent, voilà. De tout. On sait à qui on en a Ah, affaire. ouais. Allez. Alors, dans le code déontologie algérienne, il est dit que le générique est essentiellement identique à la molécule d'origine. Quelle définition précise peut-on donner des analogiques que vous présentez, les biosimilaires, de façon à ce qu'on puisse les inscrire dans notre législation? Deuxièmement, vous avez dit que il y a beaucoup de biosimilaires qui attendent que les brevets deviennent publics pour pouvoir les fabriquer à titre libre. Or, il se trouve que les laboratoires ont plusieurs moyens de prolonger indéfiniment. Oui, Non, c'est bon. Je salue quelqu'un. Bon, on est en public, donc forcément, on salue des amis. De prolonger indéfiniment les brevets. Parce que maintenant, ils sont passés de la DCI vers les compléments, etc. C'est-à-dire qu'ils mettent toujours des difficultés à libérer leurs produits. Quels sont les moyens dont disposent les laboratoires de biosimilaires pour arrêter le blocage de la fabrication de biosimilaires? Et enfin, le dernier point, j'ai comme l'impression, un conflit entre les génériques et les biosimilaires. Si vous deviez arbitrer dans ce combat, d'après vous, qui est-ce qui va l'emporter et où est-ce que le combat va s'arrêter? Oui. Vous voulez répondre ou... Allez-y, Okay. sur la première question. Ça Au vous niveau donnera le temps de réglementaire, réfléchir. l'article 210 est clair. C'est-à-dire qu'il y a une définition en Algérie pour le produit biothérapeutique. Le produit biothérapeutique, c'est tout médicament dont la substance active est produite à partir d'une source biologique ou en extraite. Le produit biothérapeutique similaire, tout médicament similaire sur le plan qualité, sécurité et efficacité à un produit biothérapeutique de référence. Et donc il y a un produit biothérapeutique de référence. Un produit biothérapeutique ne peut être qualifié de produit biothérapeutique de référence que si son enregistrement a été effectué au vu de l'ensemble des données nécessaires et suffisantes à elle seule pour son évaluation. Et cette définition du produit biothérapeutique et du produit biothérapeutique similaire a été inspirée de la définition de l'Organisation mondiale de la santé. C'est ce qui a été implémenté dans la loi sanitaire algérienne. D'accord, Mais voilà. ce qui est clair. On entend qu'il y a une définition qui existe et je pense que c'est une nuance qu'on doit apporter entre les génériques et les biosimilaires. Les génériques sont identiques à la molécule originale parce que c'est produit sur base d'un processus chimique. On appelle le biosimilaire similaire parce que comme ça vient des cellules vivantes, ça ne peut jamais être identique. Il y a des études qui ont été faites sur l'infliximab que le premier lot d'infliximab qui a été produit et le 25e et le 36e lot ne sont pas identiques parce que ce n'est pas possible. Il y a toujours une variation parce que ça vient des souches vivantes. Et comme ça, le biosimilaire, effectivement, dès que c'est similaire et ça tombe
dans certains critères, c'est un produit de bonne qualité. D'accord. Il y avait également la question du brevet pour le domaine public. Là, Oui. je pense que c'est des délais. Ben, effectivement, on peut rien faire. les sociétés ont le droit de défendre leurs brevets de toute manière disponible, mais on voit quand même qu'il y a déjà pas mal de biosimilaires qui sont disponibles sur le marché. On voit qu'il y a des dizaines de sociétés qui investissent dedans, qui avaient des centaines de produits sur lesquels des biosimilaires en développement. Ça veut dire qu'ils ne peuvent pas éternellement avoir un brevet. Tôt ou tard, ça se termine. C'est Et ou pour le la brevet. durée, c'est 20 ans, ça ne change pas ou... Ben, ça dépend des pays, ça dépend des continents. En Europe, le brevet, c'est 20 ans avec une extension possible de 5 ans. Mais on a le brevet du produit, on a le brevet sur le mode de production. Il y a différents éléments qui jouent, mais ça ne peut pas être éternel. Et c'est pour ça qu'évidemment, c'est une problématique très complexe de savoir à quel moment est-ce qu'un brevet perd son exclusivité, hein, le générique ou le biosimilaire peut être mis sur le marché, mais tôt ou tard, ça vient à sa fin. Et la troisième question du monsieur, la guerre Ça, je ne sais plus. qui l'emportera Qui l'emportera entre le générique et le biosimilaire? C'était la question du monsieur. Mais je pense que ce sont deux choses différentes, ce sont deux secteurs, deux parties du marché de la pharmacie qui sont différentes. Qui sont plutôt complémentaires, on a les médicaments plus traditionnels dans lesquels on va trouver des génériques, et l'autre côté, on a le domaine de la biotechnologie qui se développe, qui va bientôt prendre la moitié du marché. Et on a parlé tout à l'heure, quand je commençais, que le marché actuel fait 1100 milliards de dollars en termes de taille. Cette nuit, on a publié un nouveau rapport, comme ça vient des États-Unis, pour nous c'est à la nuit, où on dit que d'ici 5 ans, le marché aura une taille de plus ou moins 1500 milliards de dollars. Hein. Ça veut dire que le marché va quand même encore évoluer très vite, surtout par le fait qu'il y a beaucoup de nouveaux médicaments qui vont être lancés à prix très élevés. Et j'ai aussi entendu que parfois on discute sur « Ah oui, mais pourquoi est-ce que ces produits doivent avoir un prix tellement élevé ?» Mais là où le produit traditionnel avait un potentiel en termes de nombre de patients, de millions de patients, les produits deviennent de plus en plus pointus. Et le groupe de patients pour lesquels elles sont faites deviennent de plus en plus restreints. C'est encore pour quelques dizaines de milliers, pour quelques milliers, parfois pour quelques centaines de patients. Mais si on doit récupérer son investissement de recherche et développement sur quelques centaines ou milliers de patients, automatiquement, ça coûte plus cher par patient. Et ça devient un problème difficile, évidemment, pour la sécurité sociale, qui doit prendre la décision, est-ce que je vais encore rembourser un antibiotique qui coûte quelques euros, mais je veux les rembourser pour des millions de patients, ou est-ce que je dois plutôt aller rembourser un médicament pour un petit groupe d'une vingtaine de patients, mais où le traitement coûte 500 000 euros. Et c'est un choix de modèle de soins de santé à faire et à prendre. D'accord.